Malgré la chute des températures, ils sont toujours sans solution d'hébergement. Et en plus, leur campement de fortune a été saccagé hier. La quarantaine de Roms installés depuis 7 mois dans le parc du Puy-Couriau tentent de survivre. Leurs soutiens ont défilé ce mercredi après-midi dans les rues de Saint-Étienne, alors que l'État leur a délivré une obligation de quitter le territoire français d'ici début décembre. 1,5 milliard d'euros sur 3 ans des primes pour renforcer l'attractivité des métiers, revoir le statut des médecins à l'hôpital. Le plan pour l'hôpital public a été dévoilé par le Premier ministre ce matin. Nous recevrons sur notre plateau un représentant syndical du CHU de Saint-Étienne pour nous dire si oui ou non ce plan est satisfaisant pour sortir l'hôpital public de la crise. Emmanuel Macron reçoit près de 1500 maires ce soir à l'Elysée à l'occasion du 102e congrès des maires. Vous entendrez le témoignage de 4 édiles ligériens, 4 élus locaux qui attendaient comme beaucoup d'être rassurés par le président de la République. Et puis c'est la sortie cinéma de la semaine, La Folie, la Reine des Neiges vient d'envahir les salles obscures. L'occasion de voir ce que les cinémas de la Loire ont prévu pour cette sortie événement. Bonsoir et bienvenue dans votre JT. Ils n'ont toujours pas de solution d'hébergement. Les 9 familles roms qui dorment à la rue depuis plusieurs mois à Saint-Étienne le sont encore ce soir. Hier, ils étaient une quarantaine à avoir investi le hall d'accueil de la mairie pour réclamer un hébergement d'urgence. Mais le 115, qui les avait pris en charge pendant l'épisode neigeux, n'est plus en mesure de leur donner un toit malgré le froid. Et pendant leur passage en mairie, leur camp, installé sous un pont à proximité du Puy-Couriau, a été vandalisé. Ce mercredi, les associations ont manifesté pour mettre au clair la situation. Céline Ercia. Donc là, les tentes ont été vandalisées, donc il y a eu des coups de couteau. Donc les familles ont recousu comme elles ont pu les toiles de tente. Les tentes ont été éventrées, les vêtements répandus sur le sol. Lorsque les familles du Clapier sont retournées à leur campement, ils ont retrouvé toutes leurs affaires souillées. Un nouveau coup dur pour les 40 personnes du camp. Déjà que c'est terrible même quand on vient au quotidien et que donc c'est horrible. Donc du coup il y a de la solidarité un peu qui s'est mis en place, des collectifs citoyens. Qui ont essayé d'amener des toiles de tente, des couvertures, mais dans l'urgence, c'est très dur à trouver. Leurs affaires étaient tout mouillées, mais il n'y a pas de mots pour décrire la situation. Ce matin, les familles sont parties pour trouver un endroit au chaud. Une femme et 2 enfants vont rester près du feu pour garder le campement par peur de nouvelles dégradations. Les conditions de vie se détériorent de jour en jour, ce qui est d'autant plus inquiétant pour les 25 enfants. Ah oui, les enfants, elles disent, ils avaient le visage tout meurtri de froid ce matin. Dans l'après-midi, une centaine de personnes s'est rassemblée place Jean Jaurès. Plusieurs associations qui demandent un logement pour ces familles. Mais le préfet de la Loire, Evans Richard, est clair. Les familles, bien que ressortissantes de l'Union européenne, n'ont plus le droit d'être sur le territoire français. Elles n'ont donc pas de droit au logement. Pas le droit de séjourner sur le territoire français, donc pas de droit ni au logement, ni à l'hébergement. Toutefois, bien évidemment, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, tenant soit à leur état de santé, soit à des aléas climatiques, qui nous permettent de mettre en œuvre des dispositifs d'urgence, ce qui a été le cas à 2 reprises ces dernières semaines. Il y a un peu plus de 3 semaines, quand une épidémie de Galles s'est avérée, s'est répandue donc parmi eux, où ils ont été soignés, pris en charge et guéris. Et le week-end dernier, donc avec cet épisode neigeux, où je les ai mis pendant 3 jours d'affilée à l'hôtel. Le préfet ajoute que ces personnes sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La préfecture de la Loire est prête à aider néanmoins ces personnes à regagner la Roumanie en leur obtenant la protection consulaire de leur pays. Tout autre chose à présent, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, la reprise d'un tiers de la dette publique, soit 10 milliards d'euros. Un plan d'investissement pour des hôpitaux ciblés ou encore des efforts pour rendre la médecine publique plus attractive. C'est ce que contient le plan pour l'hôpital annoncé par Édouard Philippe ce matin. Des mesures qui sont censées venir apaiser les revendications des professionnels de l'hôpital public, mobilisés depuis plusieurs mois. Alors comment ce plan est-il accueilli chez nous? Pour nous en parler, le secrétaire adjoint du syndicat FO au CHU de Saint-Étienne, Alexandre Charly. Globalement, ce plan est mal accueilli. Est-ce votre cas également est-ce votre sentiment? Bonsoir. Tout d'abord, le compte n'y est pas. C'est très simple. C'est un plan qui ne va pas dans le sens des revendications qui sont portées depuis maintenant plusieurs mois
par les personnels du CHU de Saint-Étienne et par le personnel des hôpitaux et de la fonction publique hospitalière en général. Alors justement, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un plan simplement financier qui ne prévoit pas notamment d'ouverture de lits. Mais alors, de quoi a besoin l'hôpital public? De lits ou de moyens financiers? Les deux, je vous dirais. Donc, effectivement, c'est un plan financier avec une annonce de reprise de la dette à hauteur de 30%, qui représente 10 milliards. Effectivement, c'est malheureusement l'effort qui a été demandé depuis les 10 dernières années aux hôpitaux publics. Donc, c'est juste rendre ce qui a été demandé préalablement. Les revendications sont très claires. C'est du matériel, du personnel et une revalorisation salariale à hauteur minimum de 300 €, c'est une demande nationale, car depuis plus de 10 ans, les agents de la fonction publique hospitalière ont vu leur point d'indice gelé avec une perte conséquente de plus de 16% du coût de la vie. Au niveau des moyens financiers, ils ont été attribués en grande partie pour l'Île-de-France. La ministre de la Santé qui a annoncé un plan d'investissement également dans les hôpitaux au cas par cas. Que peut-on espérer au CHU de Saint-Étienne et plus globalement dans la Loire ? Alors sur l'annonce de la ministre, effectivement, on se rend compte qu'il y a deux traitements, à croire qu'il y a deux sortes de Français, deux sortes d'hôpitaux, deux sortes de fonctionnaires, les Parisiens et les autres, la France étant Paris, Paris étant la France. Bon. Au niveau local, les investissements qui peuvent être attendus, on espère que ce sera en termes de moyens, aussi bien humains que matériels. Il y a des besoins en remplacement de matériel, etc. Au niveau, à ce jour, l'hôpital public, le CHU de Saint-Étienne, a un plan immobilier qui est en place, plutôt intéressant, plutôt satisfaisant, avec notamment le plan territoire pédiatrique, des constructions qui sont prévues pour la psychiatrie, mais on parle de l'hôpital en général, on parle du CHU. Donc ces aides, elles ne viendront pas à Saint-Étienne parce que finalement l'hôpital est trop récent, ou en tout cas a été... Non, l'hôpital de Saint-Étienne n'est pas récent. L'hôpital de Saint-Étienne a plus... Les locaux en tout cas. A plus de... ne sont pas dégradés. Sur l'hôpital Nord, les locaux, il y a eu des investissements qui ont été faits, des remises à niveau. Nous avons à ce jour, notamment sur le plateau d'urologie qui est en plein travaux, la chirurgie uro. C'est prévu dans le plan. Ça va pouvoir aider, peut-être accélérer. Après, nous, en tant que représentants du personnel, il est demandé des efforts pour le personnel. Des efforts de personnel, des efforts de lits. On demande des recrutements, on demande de réouvrir les lits qui ont été fermés. Plus de 4200 lits sur l'année 2018 au niveau national. Donc, et puis à Saint-Étienne, plusieurs services se sont mobilisés ces derniers mois. Il y a le collectif Psychose, les urgences de Saint-Étienne également plus récemment. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Où en sont les mouvements de grève? Alors les mouvements de grève sont toujours en cours. Il y a un préavis de grève qui couvre l'ensemble de l'hôpital qui va jusqu'au 6 décembre. À l'initiative qui fait suite au préavis de grève des urgences, mais qui fait aussi suite au préavis de grève déposé par la psychiatrie et le collectif Psychose. On a aussi des demandes, des préavis de grève qui viennent d'être déposés ce jour, notamment par les manipulateurs radio, car la radio a elle aussi des revendications qui sont spécifiques. Donc à ce jour, les mouvements de grève continuent. Le compte n'y est pas et il serait peut-être temps que le gouvernement prenne conscience de l'effort à faire parce que les agents n'en peuvent plus, les agents sont à bout et qu'on a réellement besoin en France et à Saint-Étienne d'investissements, de gens et de lits. Merci beaucoup Alexandre Charlier de vous être arrêté sur notre plateau. Je vous en prie. On en parlait effectivement, demain ce sont les manipulateurs en radiologie qui feront grève dès 13h à l'entrée du hall C.
Et puis autre contestation, celle des AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école. Ils étaient mobilisés ce mercredi. Une colère nourrie par une rentrée que les AESH qualifient de chaotique. Ils dénoncent notamment une flexibilité du temps de travail imposé, des salaires non versés, des affectations aberrantes ou encore un service de gestion saturé. Une mobilisation avant tout pour le bien-être des enfants, comme cet AESH l'a illustré au micro TL7 de Céline Hercia. C'est les enfants qui sont en grande souffrance, surtout. Et nous, en tant que parents et adultes et professionnels, c'est difficile pour nous. C'est nous qui encaissons tout ce mal-être des élèves, des enfants dans les écoles, dans les classes, dans les lycées, de partout. Au-dessus, il y a une hiérarchie qui fait que, voilà, le plafond de verre. C'est même pas des revendications au niveau des salaires. Bien sûr que le salaire ne suit pas. Mais avant de parler d'argent, parlons d'humanisme, d'humanité. Les enfants sont malheureux, en fait. Ils sont mal suivis et quand ils sont bien suivis, on leur arrête leur accompagnement, on change d'AESH. C'est n'importe quoi. C'est pas carré. Alors que c'est fondamental, c'est comme un suivi médical. Si le suivi n'est pas carré, un enfant, s'il n'est pas suivi correctement, s'il n'y a pas un cadre, s'il n'a pas les mêmes AESH, les mêmes outils, comment voulez-vous qu'il réussisse son inclusion scolaire et sa réussite ? Et puis dans l'actu, plusieurs maires ligériens sont à l'Élysée en ce moment même. Ils sont invités par le chef de l'État dans le cadre du 102e congrès des maires. Un chef de l'État qui avait boudé pourtant le congrès l'année dernière. Cette fois, Emmanuel Macron s'est longuement adressé aux élus locaux hier après-midi. Un discours de 2 heures où tous les sujets ont été abordés, taxes d'habitation, dotation des communes rurales ou encore la morale des maires. Et ce que l'on peut dire, c'est que les relations entre Emmanuel Macron et eux sont plutôt tendues. Nous avons recueilli 4 témoignages d'édiles ligériens. Alors qu'ont-ils retenu du discours présidentiel ? Ramona González-Braille, maire de la Talaudière. Luc François, maire de la Grande Croix. Véronique Chavreau, maire de Viollet, vice-présidente du département en charge du tourisme. Jean-Claude Flachat, maire d'Avalangier. Moi, je ne l'ai pas senti du côté des élus. Emmanuel Macron nous dit il faut améliorer la rémunération des élus des petites communes, mais qui va payer ? Moi, il ne m'a pas rassuré forcément. Je pense que les maires urbains, pas de souci, ils se représenteront parce que la politique est là, mais pour les maires ruraux que nous sommes, je ne pense pas qu'il les ait rassurés. C'est vrai que les maires se sont sentis un petit peu délaissés et on attend avant tout de la reconnaissance, de l'implication dans les projets qu'il va mener jusqu'en 2022. Il a parlé de la taxe d'habitation, il a été interpellé par rapport à la taxe d'habitation. On nous dit qu'elle va être compensée pendant combien de temps ? Est-ce qu'elle sera compensée au centime près, comme il le dit, pendant plusieurs années, ou est-ce que ça sera au départ ? On n'a pas vraiment de réponse dans ce domaine-là. Je suis persuadé qu'un certain nombre d'élus attendaient la loi en préparation sur les élus et la proximité pour effectivement se décider ou pas. Je ne pense pas qu'il en a décidé certains à se représenter s'ils avaient pris la décision de ne pas le faire. C'est la fonction et puis le travail, les responsabilités effectivement qui font que c'est très, très lourd. Mais à côté de ça, c'est passionnant. Je comprends totalement que certains ne veulent pas recommencer une nouvelle expérience. Allez, restez bien avec nous. À suivre dans votre JT. Le mercredi, c'est le jour des enfants et des sorties cinéma. C'est donc la folie de la Reine des Neiges qui s'est emparée de plusieurs cinémas ligériens pour le 2e opus du dessin animé événement. Sujet à suivre dans votre JT. Mais d'abord, l'actu en bref, c'est cet appel à la vigilance réitéré par l'Agence régionale de santé suite aux nombreuses intoxications au monoxyde de carbone depuis les dernières chutes de neige de la semaine dernière. Ce gaz inodore et indolore émane la plupart du temps des appareils de chauffage d'appoint. L'ARS recommande donc d'aérer son logement au moins 10 minutes par jour, de ne pas boucher les aérations, d'utiliser un chauffage d'appoint que par intermittence et surtout de laisser les groupes électrogènes à l'extérieur des habitations. En politique, l'adjoint au maire de Saint-Étienne, Jean-Pierre Berger, a été élu président du mouvement radical social libéral de la Loire. Il s'est récemment engagé avec ses collègues et élus des différents partis du centre à soutenir la candidature de Gaël Perdriau aux prochaines élections municipales à Saint-Étienne. Et puis, si vous êtes à Bourg-Argental ce week-end, vous pourrez participer à la journée Presque Zéro Déchet, organisée par la communauté de communes des Monts du Pilat et le SICTOM Velay-Pilat. De nombreux ateliers seront animés pour partager les savoir-faire en matière de réduction des déchets. Ça se passe samedi de 10h à 19h à la Maison des Associations. Et dans la même veine de réduction des déchets, la Clean Walk était organisée lundi à Firminy. Au total, 4 sacs de 100 litres de déchets ont été ramassés. Une dizaine de jeunes a notamment participé à l'événement.
Si vous avez des enfants âgés entre 3 et une dizaine d'années, cela ne vous aura pas échappé. C'est ce mercredi que le 2e volume de La Reine des Neiges sort sur vos écrans de cinéma. Une sortie événement pour de nombreux complexes qui n'hésitent pas à jouer le jeu. Décors, personnages cultes du dessin animé et même concours de dessin, tout est orchestré pour céder à la folie de La Reine des Neiges, comme a pu s'en rendre compte Alice Canivet cet après-midi. On est déguisé en Reine des Neiges. Des robes bleues à paillettes, de longues tresses blondes. On ne peut pas se tromper, c'est bien la Reine des Neiges qu'on va voir. J'ai mis des paillettes, j'ai mis un rouge à lèvres et j'ai mis un maquillage. C'est une tresse. Le 2e volet est arrivé sur grand écran et pour l'occasion, le cinéma s'est aussi mis aux couleurs du plus grand succès de tous les temps. Les fans vont retrouver Olaf, Elsa ou encore Anna. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Le royaume de solitude, la place est là. Et une autre bande originale. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Cette chanson entêtante a fini par user les parents. Oula, en anglais, en français, tout. Et en fait, c'est devenu partie en fait du parler avec mon mari. Parce que des fois, il lui dit, mais Céleste, let it go. Hein. Voilà, la chanson en anglais. Donc bon, voilà quoi. Après, ça part tout de suite. Voilà. Avant le début du film, une surprise de taille déchaîne le public. Elsa, grandeur nature au sourire un peu figé, se prête au jeu des photos. Il y a beaucoup de monde ici. Waouh, papa, cette histoire est incroyable. La Reine des Neiges 2 a tenu ses promesses. Au bout d'1h45, les mini Elsa partagent leurs critiques. C'est trop bien parce que c'est trop bien. Plus de 400 personnes ont assisté à la première dans ce grand cinéma de Saint-Étienne. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serai toujours là pour toi. Et cette fois, c'est sûr, on a des paillettes dans les yeux. Et puis, on termine sur une note insolite ou presque. Un panda roux s'est échappé du zoo de Saint-Martin-la-Plaine la semaine dernière. La neige a facilité sa petite expédition qui est toujours en cours, malgré un signalement à Saint-Maurice-en-Dargoire dans le Rhône ce mercredi. Avec nous pour en parler par téléphone, Jean-Christophe Gérard. Vous êtes le vétérinaire du zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Alors, première question, un panda roux, c'est dangereux ou pas ? Oui, bonsoir à tous. Alors un panda roux, c'est pas dangereux, ça reste un animal sauvage qui, si on l'embête, il peut mordre. Mais après, c'est un petit animal qui fait maximum 5 kilos, donc il n'y a pas un gros danger. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire si on le croise ? Si jamais quelqu'un le croise, il faut surtout essayer de ne pas le perdre de vue et nous avertir le plus rapidement possible pour qu'on puisse se rendre sur place et le capturer, pour mettre l'animal en sécurité et également les gens autour. C'est le troisième animal à s'évader en quelques mois. Il y avait eu un wallaby, une hyène notamment. La sécurité du zoo est-elle à revoir ? Non, parce que les cas d'évasion, il y a aussi eu, par exemple pour le wallaby, c'était des gens qui sont venus couper le grillage où il y avait les wallabies. Donc il y en a un wallaby qui a profité de ce trou fait par des personnes qui ont permis l'évasion de cet animal. Voilà, les hyènes, elles s'étaient évadées parce qu'il y avait un mur qui s'était écroulé. Mais après, on travaille tous les jours, nous, sur le parc pour s'assurer de la sécurité des animaux. Et les animaux dangereux sont rentrés tous les soirs. Donc, il n'y a pas de risque d'évasion plus que ça, quoi. Bon, vous nous avez rassuré. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gérard, d'avoir répondu à nos questions. Et puis avant de se quitter, c'est l'image du jour. Le sapin de Noël de la ville de Saint-Étienne est arrivé à l'aube ce matin sur la place Jean Jaurès. Haut de 18 mètres, il devrait s'illuminer dès ce week-end pour le lancement des festivités de Noël qui se dérouleront du 23 novembre au 5 janvier à Saint-Étienne. De quoi ravir petits et grands. Voilà, c'est la fin de votre JT. Je vous en rappelle la principale information. Le camp qui accueille les 9 familles roms au Puy-Courriau a été saccagé hier après-midi alors que ses occupants étaient à la mairie de Saint-Étienne pour réclamer des solutions de logement d'urgence. Les services de l'État ont remis une obligation de quitter le territoire français à la plupart de ces familles qui devront avoir quitté la France au plus tard aux alentours du 10 décembre. Moi, je vous retrouve demain aux commandes de votre JT. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur TL7.